Moi, c'était la façon dont je parle là, face cam, c'est la façon dont je parlais à mes patients en fait quand j'étais infirmier. C'est-à-dire que je leur expliquais de la même façon en faisant des blagues ou en faisant des comparaisons ou, voilà, humoristiques. Donc pour moi, c'était vraiment naturel. It's a double rainbow all the way. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilev. En plus du rendez-vous quinzomadaire de nos tubes, vous retrouverez ici de temps en temps des épisodes spéciaux qui vous permettront d'aller à la rencontre d'un créateur ou d'une créatrice au parcours atypique, donc forcément fascinant. Oh my god. Et pour ce premier bonus, je suis allé voir Julien Méniel, un créateur qui a eu littéralement 1000 vies avant de lancer sa chaîne Dans ton corps, où il parle de santé avec humour. Avec lui, j'ai parlé de sa vie d'infirmier, de journalisme, de sa rencontre avec Cyprien et de son tatouage de Cyril Hanouna qui le hante encore aujourd'hui. Donc on est dans un endroit un peu particulier avec Julien Méniel. J'ai pas l'habitude de faire des interviews dans un endroit comme ça, donc Julien, est-ce que tu peux me présenter un peu où on est ? Oui, on est dans les studios au cœur de Paris qui appartiennent à Mixicom, donc qui est le network qui coproduit ma chaîne. Et donc c'est ici que je tourne mes vidéos. Donc là, on est posé sur un petit canapé au milieu du fond vert. Voilà. Donc si je prends une photo ici avec le fond vert derrière, je peux ajouter n'importe quel décor après si je veux. Tu peux mettre absolument ce que tu veux. On peut même devenir des mèmes. Ça serait absolument fabuleux. C'est intéressant comme endroit aussi, parce qu'au final, c'est un endroit très discret. Parce que les locaux principaux de Mixicom ne sont plus ici, mais c'est pourtant un lieu qui a vraiment chargé d'histoire. Il y a beaucoup de gros créateurs qui sont passés par là, même les décors, j'ai reconnus dans certaines vidéos. Enfin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes collègues, des gens que tu côtoies ici ? Peut-être moins maintenant, mais... Ouais, moins maintenant. Après, effectivement, les bureaux ont déménagé. C'était ici, les bureaux avant. Maintenant, ils sont ailleurs avec la maison mère. Donc c'est vrai que c'est ici que... notamment Cyprien, Norman ont tourné pas mal de vidéos. Il y a Doc7 aussi qui travaille par ici. Il y a les types de Sidekick, qui est une chaîne très cool que je conseille à tout le monde, qui tourne pas forcément tout ici, mais qui tourne parfois ici et qui bosse dans les bureaux ici. Donc c'est vrai qu'on croise pas mal de monde. Après, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont partis tourner dans les autres studios. Alors, donc toi ici, dans ce studio, tu tournes tu produis une chaîne qui s'appelle Dans ton corps. Au-delà du jeu de mots, est-ce que tu peux me présenter un petit peu quel contenu tu proposes ? Le contenu, en fait, il est intimement lié à la fois à mon parcours et mon hésitation au moment de me me lancer. Juste après. J'imagine. Quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, donc j'ai vraiment hésité entre faire du contenu humour et faire du contenu santé. Le contenu humour étant le choix du cœur et le contenu santé plutôt le choix de la raison. Et puis, comme j'ai une grave maladie qui m'empêche de faire des choix, je me suis dit, je vais pas choisir, je vais choisir les deux, et je vais faire du contenu santé sur le ton de l'humour. Voilà, donc ça a donné Dans ton corps, qui, pour le coup, le titre reflète assez bien aussi le contenu. Et donc, tu es ce qu'on appelle un vulgarisateur sur YouTube, même si ton propos, il y a une vraie portée humoristique, etc. Et sur ta chaîne, t'expliques à la fois certaines maladies, certains a priori qu'on peut avoir sur certains comportements du corps humain, sans rentrer dans tous les détails. Ouais. Mais c'est un petit peu les différents contenus qu'on peut trouver. Ouais, alors après, sur le terme vulgarisateur, c'est comme pour le terme YouTuber, c'est une petite étiquette, donc c'est vachement confortable de dire je suis youtubeur, je fais de la vulgarisation scientifique, parce que tout le monde comprend du premier coup. Évidemment, quand tu comprends du premier coup, ça veut dire que tu saisis pas forcément les nuances. Je suis pas persuadé d'être un vulgarisateur scientifique, parce que je suis pas persuadé d'être un scientifique, dans la mesure où la santé, je sais pas si c'est une science. La médecine, oui, mais moi je suis pas médecin, donc je fais pas une chaîne de médecine, je fais une chaîne de santé. Donc la santé au sens large, c'est la santé mentale, c'est évidemment la santé physique, c'est tout un tas de choses, il y a aussi forcément une portée sociale là-dedans. Donc ouais, mes contenus, ils parlent de plein de choses, ils parlent de petits trucs du quotidien
du plus lourd au plus léger. Pourquoi le stress, ça nous file la diarrhée, voilà, c'est pas un truc, on peut vivre sans savoir ça, mais c'est cool de savoir comment ça marche. La gueule de bois, comment ça marche, comment on peut l'éviter, machin, etc. Et puis après, ça va sur des trucs un peu plus pathologiques, genre le cancer du sein, les colostomies, à savoir l'anus artificiel, qui était ma toute première vidéo. Donc je balaye vraiment ultra large, et c'est pas à chaque fois de la vulgarisation scientifique, mais en tout cas c'est des vidéos de sensibilisation à tout ce qui touche à la santé. Voilà. Alors tu disais donc tu n'es pas médecin, mais tu parlais de ton parcours, donc on va peut-être reprendre depuis le début. Allons-y. Parce que tu as eu beaucoup de vies différentes juste pour en arriver là où on en est aujourd'hui avec ta chaîne. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu es arrivé dans le milieu de la santé? C'était vraiment... tu avais fait des études de langue, si je ne me trompe pas au début, et que tu avais lâché pour faire une formation d'infirmier, c'est ça? C'est un raccourci, mais c'est pas trop mal résumé. En fait, j'ai commencé des études de langue à la fac de Nanterre parce que j'avais fait un bac littéraire, parce que je savais pas trop ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc, je me dis bon bah voilà, je suis bon en langue, je vais faire une fac de langue. Vite fait. Je faisais de la musique à l'époque et j'avais une semaine de studio pile au moment de la rentrée, donc j'ai raté la rentrée. Mais après, j'ai jamais vraiment raccroché la fac, c'était un petit peu trop freestyle pour moi. J'ai besoin d'un cadre un peu pour bosser. Donc j'ai arrêté complètement mes études. Je me suis mis à bosser dans une crèche parce que j'ai trouvé un boulot dans une crèche. Donc je m'occupais d'enfants. Et puis à la fin de l'année scolaire, je me suis dit il faudrait quand même peut-être que je reprenne mes études parce que c'est cool de bosser dans une crèche, mais j'ai pas forcément envie de faire ça toute ma vie. Et ma sœur, elle savait qu'elle voulait être infirmière, donc elle passait le concours. Je lui ai dit prends-moi un dossier, je vais m'inscrire, et j'ai passé le concours d'infirmier. Je me suis retrouvé là-dedans vraiment par hasard, c'était pas une vocation. La veille, j'avais pas l'idée que j'allais faire ça encore. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années et c'était génial, et j'ai absolument jamais regretté de l'avoir fait. Et puis le moment où je me suis un peu essoufflé, je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose. Alors c'est très étonnant de t'entendre dire voilà, que du jour au lendemain, tu as décidé de faire ça, parce qu'en soi, moi, les personnes que je connais et qui ont choisi cette formation-là, c'est très très dur. Enfin, que ça soit la formation, les stages, en fonction du domaine où on va. Toi, comment ça s'est passé? Parce qu'a priori, effectivement, c'était pas quelque chose que tu voulais faire, mais comment tu l'as vécu, cette formation en tout cas? En fait, peut-être que le fait que justement je m'étais pas préparé, que c'était pas l'objectif de ma vie, ma vocation première, machin, peut-être que ça m'a aidé aussi. Moi, je suis arrivé là-dedans en sachant pas trop quoi faire. Au départ, je me disais j'avais bien aimé travailler avec des enfants, donc je me suis dit peut-être que je ferais de la puériculture plus tard, qui est une spécialisation du métier d'infirmier. Donc je suis parti là-dedans, mais en me disant je vais voir, je vais prendre ce qui vient, et puis je verrai au bout du compte ce que j'ai envie de faire. Donc il y a effectivement des stages qui sont super durs humainement parlant, mais il y a aussi, même dans ces stages super durs, des situations qui sont uniques à vivre. Après, j'étais plus parti sur la psychiatrie parce que ça me branchait bien. Et puis j'ai fini par faire un stage aux urgences qui s'est super bien passé, et à la sortie de mon diplôme, on m'a dit quand même rester dans le milieu de l'urgence, ce serait bien pour vous. Donc on m'a filé un poste en réanimation et au SMUR, donc ce qu'on appelle le SAMU, mais qui n'est pas vraiment ça en fait. Mais donc les véhicules d'urgence qui vont intervenir au domicile des gens et sur la voie publique. Donc voilà, j'ai fait le plus gros de ma carrière là-dedans, dans la réa et le SMUR. Et ouais, c'est à la fois très dur et génial. Enfin, humainement parlant, c'est une aventure de dingue. Mais justement, peut-être que tu peux m'en dire un petit peu plus au quotidien, ce que ça représentait pour toi sur les interventions, le rythme, si tu travailles de nuit, etc. Est-ce que là encore, ça a l'air assez intense comme métier? Oui, clairement. Moi, à l'époque, quand j'étais en réanimation, je travaillais en 12 heures, donc je travaillais de 7h du matin à 7h du soir. Pendant 2 mois, je travaillais de jour, et après, pendant 2 mois, je travaillais de nuit, donc de 19h à 7h du mat. Quand on a commencé à travailler au SMUR, c'est venu se greffer là-dessus, donc j'avais un peu de jour, un peu de nuit, un peu de SMUR, parce que là, au SMUR, on travaillait pas la nuit. Du coup, le rythme de réa, c'est assez semblable à n'importe quel service hospitalier. Il y a des soins, il y a des urgences qui viennent un peu chambouler le truc, mais ça se gère. Le SMUR, il n'y a pas de rythme en fait. Tu as ta garde de 12 heures,
t'es posé à la base, comme on dit, et t'attends le coup de fil. Et quand le bip sonne, faut que tu sois dans la bagnole le plus vite possible, et tu pars, et tu sais plus ou moins précisément ce que tu vas faire. C'est personne inconsciente. Bah, tu sais pas si tu vas tomber sur une personne coupée en deux sur une voie ferrée, donc tu dis là, effectivement elle est extrêmement inconsciente, ou juste un mec bourré au coin d'une rue. Donc vraiment c'est la surprise permanente. Et puis ça peut être des interventions comme un accouchement à domicile ou dans la rue. Ça peut être une personne effectivement inconsciente qui est en fait en arrêt cardiaque, donc décédée en fait, et que tu peux dans le meilleur des cas réanimer, et qui peut dans le meilleur des cas après une hospitalisation ressortir. Donc c'est le truc tu vois, il y a un moment où tu te dis waouh, enfin on est pas loin de la magie, quoi. T'arrives, la personne est morte, et 2 mois plus tard la personne rentre chez elle. Tu fais ok, génial, j'ai fait un truc cool dans ma journée. Donc c'est hyper varié. Il y a des journées où tu fais rien, il y a des journées où t'enchaînes les sorties, et puis il y a des journées où tout se passe bien et des journées où tout se passe mal, mais en tout cas bon, tu retires toujours un truc assez fou de la journée que tu viens de vivre. Et justement, est-ce qu'il y a une journée dont tu te souviens particulièrement, une journée qui t'a marqué, que ce soit en bien ou en plus dramatique, ou ce genre de choses? Il y en a plein. Les pires souvenirs que j'ai de ce mur, c'est les morts subites du nouveau-né. C'est-à-dire que tu arrives et t'as un bébé qui vient de naître, qui est a priori pas de soucis de santé, qui dort dans son petit lit ou dans son berceau, et les parents vont le voir à un moment, et le bébé est en arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà, ceux sur lesquels je suis intervenu, on n'a jamais réussi à en sauver un. Donc c'est atroce d'abord parce que tu t'échoues. Ensuite, parce que tu imagines un petit peu la tension dramatique autour de toi, la famille, c'est le coup de tonnerre dans un ciel bleu, quoi. Une famille qui est au comble du bonheur, avec un petit bébé qui vient d'arriver, tout est cool, machin et tout, et en un quart de seconde, ça bascule du côté de l'horreur. Nous, on débarque là-dedans avec nos gros sacs, nos machines, nos machins, on pique le gosse, on lui met des câbles partout, et puis à la fin, en fait, non. Et la particularité en plus de ce type d'intervention-là, c'est que c'est quand malheureusement ça se solde par un échec, c'est les seuls cas où tu déplaces le corps. C'est-à-dire que pour un adulte, si c'est un arrêt cardio-respiratoire que tu n'arrives pas à réanimer, tu fais le certificat de décès, tu préviens les pompes funèbres, et puis tu retournes à la base, ce qui est pour le coup super traumatisant pour la famille qui reste avec le corps dans la maison. Mais par contre, avec les morts subites, tu transportes le corps dans un centre de référence, et le bébé, il y a une espèce d'autopsie donc ça veut dire sortir avec un bébé mort dans les bras, traverser des rues pour aller jusqu'à l'endroit où le véhicule est garé. Donc c'est toujours avec les badauds qui regardent. Donc c'est des trucs assez traumatisants. Perso, c'est vraiment les pires souvenirs que j'ai. Ouais. Et peut-être pour contrebalancer un petit peu, un bon souvenir ou une intervention dont tu te souviens parce que t'as permis peut-être à quelqu'un, de sauver quelqu'un. Ouais, les meilleurs souvenirs, c'est, je pense que c'est à l'inverse, les arrêts cardio-respiratoires. Faut savoir que c'est déjà assez rare de réanimer un arrêt cardio-respiratoire. S'il a été découvert tardivement, s'il n'y a pas eu les premiers gestes de secours, et il y a tout un tas de choses qui font que c'est déjà assez chaud, en tout cas assez rare, d'en réanimer un. Ensuite, sur ceux que tu arrives à réanimer, à transporter à l'hôpital, c'est aussi assez rare qu'ils finissent par sortir de l'hôpital, parce qu'en général, il y a quand même des lésions assez irréversibles. Du coup, quand ça marche, oui, là pour le coup, en tout cas en ce qui me concerne, c'est les meilleurs souvenirs, de te dire, voilà, là j'arrive, on est en présence de quelqu'un qui est extrêmement mal parti, et puis de savoir, en plus j'avais la chance entre guillemets, mais je transportais régulièrement les patients dans le service de réa dans lequel je bossais par ailleurs, donc j'avais régulièrement un suivi sur les patients qu'on avait, parce que j'étais évidemment pas tout seul. J'avais un suivi
parce que parfois c'est un peu frustrant de se dire bon bah là ça a été le gros truc ultime pendant 1 heure d'intervention et puis après on sait pas trop ce qu'il advient du patient. Là pour quelques cas d'arrêt cardio-respiratoire, j'ai pu après suivre l'évolution du patient dans le service de réa et aller parler à ces gens que j'avais vus que morts ou pas loin de l'être. Donc ça c'était assez cool. Ce qui me marque aussi dans ce que tu dis, c'est l'importance des gestes de premier secours qui peuvent être donnés entre l'appel et l'arrivée des secours. J'ai l'impression que tous les discours qu'on a pu avoir en cours ou les formations, etc., c'est essentiel, quoi. C'est le genre de choses. C'est essentiel pour le cas où tu es confronté à ce genre de situation. Ça arrive très rarement. Comme du coup, c'est quand même des gestes qu'il faut un petit peu pratiquer pour les maîtriser, c'est compliqué. Moi, le truc que j'ai tendance à dire par rapport à ça, c'est évidemment, faut se former au premier secours, parce que tout le monde n'a pas l'opportunité d'être formé en cours ou ce genre de choses. Donc, faire la démarche volontaire, que ce soit en entreprise ou avec la Croix-Rouge, les pompiers, ou se former, c'est évidemment primordial. Et puis surtout après, c'est pas avoir peur de mal faire, parce que par définition, comme c'est quelque chose que tu pratiques pas tous les jours, le jour où tu tombes sur quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, qui fait waouh, si je fais mal, est-ce que je vais pas aggraver les choses? Concrètement, tu peux pas aggraver les choses par rapport à la situation qui est déjà le pire. La seule façon de faire mal à tous les coups, c'est de rien faire du tout. Donc une fois que tu es formé, si tu arrives face à une situation qui nécessite des gestes de premier secours, faut pas hésiter à intervenir, quoi. Et par la suite, donc tu as dit que tu as passé 10 ans dans ce milieu-là, mais tu n'as pas uniquement fait de l'intervention comme ça. Si je me souviens bien, parce qu'on avait déjà parlé de ça, mais tu as occupé différents postes un petit peu. Pendant 7 ans, j'ai fait Réa SMUR. J'ai été aussi adjoint de la surveillante de soins du service de Réa sur la fin de ma carrière hospitalière. Après, je suis parti, j'étais infirmier à domicile, donc infirmier libéral. Je faisais des soins chez les gens, mais pour le coup, des injections, des pansements, des toilettes, des distributions de médicaments, tout ce genre de trucs-là, des chimios. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis ensuite, alors ça c'est très bien financièrement parlant parce que tu gagnes bien ta vie en faisant ça. Après, c'est la solitude ultime, c'est-à-dire que tu es tout seul dans ta bagnole, tu t'enchaînes les patients, il y a énormément de patients pour finalement assez peu de professionnels, donc c'est un peu à la chaîne, qui était une des raisons déjà pour lesquelles j'avais quitté l'hôpital. C'était le côté on fait des soins à la chaîne et l'humain c'est réduit à portion congrue, donc j'ai retrouvé ça en soins à domicile, donc ça m'a pas convenu. Du coup, j'ai cherché un peu à me reconvertir, mais toujours au sein du métier d'infirmier. Je fais 2-3 trucs en intérim, médecine du travail, etc., des trucs qui m'ont pas vraiment satisfait, et j'ai fini par bosser chez Mondial Assistance, qui avait qui avait une jeune équipe de coaching santé par téléphone. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis c'était sympa, mais je sentais que c'était pas non plus ce que j'avais envie de faire toute ma vie. Donc là, je me suis dit, on va essayer d'arrêter de tenter de faire du neuf avec du vieux. Si je m'y retrouve pas, c'est peut-être que finalement, il est temps de passer à autre chose. Et voilà, j'ai fait pour le coup une reconversion totale. Et justement, et là encore, dans cette reconversion, c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus, c'était quelque chose auquel tu pensais, mais peut-être pas forcément. Si tu m'avais parlé d'un rendez-vous chez Pôle emploi. Ouais, en fait, moi, mon truc à ce moment-là, c'était ce que j'aime, ce que j'ai depuis toujours, et ce que j'ai envie de faire, c'est écrire, raconter des histoires, faire des vidéos, même si à l'époque c'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était vraiment d'écrire.
C'était la grande vogue des blogs. Je bloguais pas mal. J'étais vachement sur Internet et je savais que c'était là-dedans que j'avais envie de bosser. T'étais un gros consommateur d'Internet. Ouais, j'étais un gros consommateur et créateur à mon petit niveau, mais il n'y a pas de petit niveau en fait. Il y a juste des petites audiences. Donc je savais que j'avais envie de bosser là-dedans. En faisant vite fait le tour dans ma petite tête, je me suis dit est-ce que vraiment il y a des métiers qui te permettent de faire ça ? J'avais dans un coin de la tête peut-être journaliste sur le web, mais j'ai quand même fait ça s'appelait pas un bilan de compétences, mais c'était un truc du même type avec Pôle emploi, puisqu'à l'époque j'étais comme chez Mondial Assistance, c'était un CDD, j'étais en fin de CDD et j'étais chez Pôle emploi. Du coup, j'ai fait un bilan de compétences et il en est sorti, miracle, que ce qui me convenait le mieux potentiellement, c'était journaliste. Donc c'était une confirmation en fait. C'était une confirmation, mais je trouvais ça mieux, et pour moi, et pour après la viabilité de mon projet, financièrement parlant. Je trouvais ça mieux d'avoir que ce soit validé par une conseillère. Voilà, donc ça a été le cas. Et donc dans le journalisme, donc je peux en parler un petit peu parce que bon, voilà, c'est le métier que je fais encore. On parle souvent des grandes écoles reconnues, parce qu'il y a un carnet d'adresses, ensuite il y a des facilités pour accéder à des rédactions parce qu'il y a des anciens élèves, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, même si c'est en train de changer. Et voilà. Et, toi, quelle formation t'as choisi pour intégrer progressivement ce milieu ? Moi, comme à l'époque, j'avais déjà 33 ans, refaire une formation initiale, repartir à zéro au CFJ ou ailleurs, c'était juste pas envisageable pour moi. Et je crois que c'est même pas possible, je crois, à partir d'un certain âge, il me semble qu'on peut plus accéder à certaines formations. J'étais déjà trop vieux à l'époque, donc autant dire. De toute façon, c'est vraiment pas un truc que j'ai... c'est vraiment pas un truc que j'ai envisagé. Du coup, j'ai fait une formation, une espèce de formation adulte, formation continue, reconversion, mais c'était un truc à temps plein, dans une école qui s'appelle l'école des métiers de l'information, qui était juste à côté de là où on se trouve à l'époque et qui maintenant est partie dans le 20e. Donc on était une promotion d'une petite vingtaine, on venait d'univers super différents. Il y avait un facteur, il y avait une serveuse, il y avait quand même pas mal de gens qui bossaient dans la com et qui voulaient passer du côté journalistique. C'est rare dans ce sens-là. Ouais. Maintenant la tendance c'est peut-être un peu inversée, voire les gens font les deux en même temps. Mais des fois on voit pas trop la limite. C'est ça. Mais bon voilà, en tout cas on était une espèce de promo hétéroclite très très cool. On était dans une école avec des formateurs qui étaient des journalistes ou des anciens journalistes. Et le concept, pour résumer, en tout cas moi la façon dont je l'ai vécu, c'est vraiment faites les trucs. Le premier jour, le prof nous a dit aujourd'hui c'est cours rédaction machin et tout. Posez vos stylos, prenez votre blouson, sortez et ramenez-moi une info. Voilà, vous avez une demi-heure pour faire un tour, ramenez-moi une info. Et donc on est tous revenus avec des infos, des trucs qui n'étaient pas du tout des infos. Et donc on a... en fait le truc c'était ça, c'était d'abord vous faites, ensuite on débrief, et du coup après on en déduit ce qu'il faut faire. Donc moi j'ai trouvé... moi ça correspondait vachement à mon mode de fonctionnement. Et après, étant arrivé dans une rédaction, oui, au départ tout le monde me regardait un peu comme un ovni parce que tous les gens sortaient plus ou moins de la même école, qui n'était pas la mienne. Alors ça, sans condescendance, mais en tout cas, j'étais un peu le mec qui tombait du ciel. J'avais 10 ans de plus que tout le monde, j'avais fait une école que personne ne connaissait. Et ça a peut-être, en tout cas, c'est comme ça que ça m'a été présenté au moment où j'ai été embauché, ça a aussi été une force. Parce que j'étais un peu en dehors du formatage, entre guillemets, sans mépris aucun, mais j'avais un vécu, une expérience, une façon d'écrire, une façon de voir les choses, une façon d'aller chercher des infos et tout qui était différente de la majorité des autres. Et en même temps, j'avais réussi à me fondre dans la façon de fonctionner d'une rédaction. Donc la rédac chef de l'époque m'a dit écoute, qui pour le coup elle n'avait pas non plus fait une école de formation initiale reconnue, machin, etc. m'a dit
j'ai bien envie d'avoir des gens comme toi dans ma rédac, donc si t'es OK pour rester, tu restes. Ouais. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, et on s'en rend pas forcément compte quand on commence ses études, mais les profils différents peuvent être très intéressants pour les rédactions. Et moi-même, j'ai pas fait une école de journalisme reconnue, c'était une formation à la fac à Gennevilliers, que je salue, au passage. Mais c'est simplement pour faire une petite parenthèse pour dire qu'on peut ne pas faire une école reconnue et bien sûr faire du journalisme par la suite. Donc tu parlais d'une rédaction où tu es arrivé, donc c'était 20 minutes. 20 minutes, ouais, c'est ça. 20minutes.fr au départ, parce que j'étais sur le web. Et donc là-bas, tu es arrivé dans quel contexte? Que tu as d'abord fait un stage, si je me souviens bien. C'est ça. Et de quoi tu t'occupais? Quels étaient tes secteurs? Puis par la suite, quand tu as été embauché? Donc je suis effectivement arrivé, alors c'était pas du tout prévu, j'avais un autre stage, c'était mon premier choix moi, 20minutes.fr, j'avais vraiment un truc qui m'attirait énormément, justement parce que je trouvais que c'était un peu différent et dans la façon de traiter et dans la façon de présenter visuellement l'info, ce qui est devenu un peu banal aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, je trouve vraiment 20minutes.fr, c'était un truc qui m'attirait. J'avais fait une demande, j'avais pas eu trop de réponses au départ, et puis au tout dernier moment ils m'ont rappelé, donc j'ai annulé un stage que je devais faire ailleurs pour aller chez eux. Au départ, en tant que stagiaire, je faisais ce qu'on me disait de faire, tu vois, hein, c'est toi-même, tu sais. Oui, où tu es censé être en formation, mais tu fais quand même déjà pas mal de choses. Ouais. Surtout qu'à l'époque, quand je suis arrivé, la raison pour laquelle on m'avait rappelé, c'était que les rédacteurs du web de 20 minutes étaient en grève, parce que leur rédac chef était en instance de se faire virer, donc ils étaient en grève. Du coup, en tant que stagiaire, tu peux pas faire grève, donc du coup c'était bien d'avoir des gens pour fournir du contenu. Voilà. Donc je bâtonnais des dépêches, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent pas, je remettais en forme des dépêches AFP avec quelques liens, des intertitres, voilà, pour fournir le site. Et puis dans un deuxième temps, quand la rédaction a repris un fonctionnement un peu classique, vite fait, je me suis rendu compte aux conférences de rédaction que si j'avais pas envie de faire les sujets dont personne ne voulait, il fallait que je propose des sujets cool que les autres proposaient pas forcément. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit j'ai 2-3 trucs un peu différents qui me tiennent à cœur. Je peux peut-être proposer ces trucs-là. Ça a bien fonctionné. Donc, C'était quoi comme type de sujet? Alors il y avait vraiment tout. Il y avait évidemment déjà des sujets santé, puisque assez vite fait, pendant ma formation, mes profs m'ont dit, même si tu fais une reconversion pour sortir de ce milieu-là, c'est quand même une chance. Tu as quand même une expertise là-dessus. La mets pas de côté. Donc évidemment des sujets santé. J'aimais bien les sujets décalés aussi. Je me souviens qu'il y avait eu un fait div qui semblait être inspiré des experts, la série télé. Donc j'avais proposé une série d'articles sur est-ce que la fiction peut inspirer les auteurs de crimes. Donc j'avais interviewé une criminologue, machin, etc. Donc ça c'était assez cool, c'était un sujet qui avait pas été du tout proposé, c'était un sujet qui avait intéressé les gens, donc voilà, ce genre de trucs là, donc à la fois des trucs super sérieux. À l'époque je faisais un peu de santé, un peu de politique, un peu de société au sens large, et puis des sujets un peu c'était le début du journalisme LOL, donc j'aimais bien ce truc là, donc j'en faisais pas mal aussi. Ouais, le journalisme LOL, c'est en gros, tu me dis si je me trompe, mais traiter de sujets sérieux avec humour et traiter de sujets drôles avec sérieux. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'était quelle période, quelle année à peu près Ça, c'était mon arrivée chez 20 minutes, c'était en septembre 2008, si je ne m'abuse. Ouais, je pense que c'est ça, septembre 2008, ouais. Alors, il y a eu ensuite t'as beaucoup évolué chez 20 minutes, ouais. T'as occupé différents postes, mais il y a quelque chose d'important qui s'est passé, c'est l'introduction de la vidéo, le regard et la place que tu as voulu donner à la vidéo. Ouais. Avant de dire exactement ce que tu as fait concrètement chez 20 minutes, est-ce que tu peux me dire quel est ton rapport à la vidéo quand tu as grandi, quand tu étais plus jeune, etc. Moi j'ai grandi dans une famille où y a toujours eu de la vidéo partout. Mon grand-père il avait une caméra Super 8, donc en noir et blanc, sans le son, etc. Puis il filmait tout le temps, il nous filmait tout le temps.
quand on allait en vacances chez lui, il nous filmait la journée. Le soir, on déroulait le grand écran et on se regardait les trucs qu'on avait filmés la journée. Faut que t'ailles aux enfants de la télé, ça. Putain, ouais. Et on se passait les trucs à l'envers et ça nous faisait marrer de nous voir courir en reculant. Du coup, on se filmait un plan fixe. On était au milieu de l'image et puis tout d'un coup, paf, on changeait de position. Enfin, on commençait à faire des espèces de petits effets spéciaux, donc on se marrait bien. Après, mon père a acheté une caméra qui était un truc complètement dingue. En fait, il fallait se trimballer avec son magnétoscope à VHS en bandoulière autour du cou, branché dessus avec une sorte de câble XLR, une énorme caméra, donc que tu tenais comme ça avec un viseur, etc. Donc on s'est pas mal marré à filmer des trucs avec ça aussi, avec mon père, avec mon frère, ma sœur, et puis par la suite on s'est acheté des caméscopes. Enfin, on s'est toujours filmé, donc moi j'ai grandi avec ça. Après, quand Internet est arrivé, parce que j'ai vécu l'arrivée d'Internet, je suis vraiment une vieille personne, on s'est rendu compte que non seulement on pouvait se filmer, faire des trucs marrants, mais qu'en plus on pouvait se les envoyer maintenant super facilement sans avoir besoin d'envoyer une cassette. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi pas forcément les envoyer à des gens, seulement à des gens qu'on connaissait, mais les mettre en ligne et que des gens qu'on connaît pas les voient. Donc voilà, mais encore une fois, moi à ce moment-là, YouTube, ça n'existait pas, les youtubeurs évidemment, du coup encore moins. C'était pas quelque chose que je voyais comme un métier potentiel, tu vois. Je voyais juste ça comme une façon de faire des trucs marrants et de les montrer aux autres. Et puis après, oui, arrivé chez 20 minutes, je me suis dit, mais en fait, peut-être moyen d'en faire un métier, quoi. Alors, il y a deux choses là-dedans dans cette évolution. Il y a donc ta volonté d'amener de la vidéo. Comment ça t'est venu? Tu voyais quelque chose émerger, qu'il y avait quelque chose à faire avec la vidéo pour les sites d'information? Parce que YouTube, si c'était en 2008, 2009, 2010, YouTube était là depuis quelques années, Dailymotion aussi. Enfin, Dailymotion surtout à l'époque. Ouais. Pour toi, on pouvait adapter, on pouvait utiliser ça comme une force pour un site internet? Mais en fait, là encore, le côté info et le côté sérieux, c'est venu dans un deuxième temps. C'est vraiment, moi, ça a germé. Enfin, c'est arrivé dans ma tête par le biais de l'humour. Dans un premier temps, moi, culturellement, avec mon histoire personnelle, les vidéos, c'était plus des trucs d'humour. Et je me disais qu'il y avait sans doute la place pour en faire chez 20 minutes. Et du reste, c'est ce qu'on a fait. Et après, dans un deuxième temps, je me suis dit, mais en fait, ce qu'on fait là, de façon humoristique, on peut aussi le faire de façon sérieuse. Et donc oui, dans un deuxième temps, je me suis dit que ce serait cool d'en faire une vraie équipe avec un vrai fonctionnement éditorial et pas juste tiens, je sors, je filme un peu, on monte ça vite fait, on met un logo et puis on balance ça et ça raconte pas grand chose. Donc voilà, c'est vraiment rentré par le biais de l'humour. Et après je me suis dit qu'il y avait moyen de faire des trucs un peu plus informatifs avec ça, avec la vidéo. Alors il y a une deuxième chose importante à souligner, c'est qu'à 20 minutes tu as fait la rencontre de quelqu'un qui depuis est devenu créateur et qui pour le coup est plutôt suivi, donc c'est Cyprien. Ouais. Qui était déjà en fait créateur, qui à ton arrivée et qui était déjà là-bas. Et qui était déjà créateur, qui avait été recruté pour ça. Grâce à ses vidéos sur Dailymotion, il avait fait par le rédacteur en chef qui s'est fait virer par la suite, qui s'appelle Johan Hufnagel et que je salue à l'occasion parce que c'est quand même... je sais pas dans quelle mesure les gens sont au courant de ça, mais Johan, que du coup j'ai pas côtoyé là-bas puisqu'il s'est fait virer quand j'arrivais, il a quand même eu le pif de voir ce gamin, parce qu'à l'époque, c'est pas lui faire injure, mais à l'époque Cyprien c'était vraiment un gamin, faire ses vidéos dans sa piole sur Dailymotion, parler de les frites, quand tu commandes des frites et qu'il y a une potatoes, machin et tout, et commencer à faire des vues à l'échelle de Dailymotion à l'époque, etc. Mais Johan s'est dit, putain, ce mec là qui parle de sujets qui concernent tout le monde, qui fait ses trucs avec 3 fois rien dans sa chambre et qui fait plein de vues, il y a peut-être un truc à faire. L'avenir a montré qu'il avait eu pas mal de pif, donc il a quand même fait monter Cyprien qui habitait dans le sud sur Paris. Oui, dans le Var je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc quand je suis arrivé, il était là depuis quelques mois, Cyprien,
Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, il s'occupait de quoi exactement? Parce que je suppose qu'il faisait pas tout de suite des face cam humoristiques pour parler de frites. Alors ça, il le faisait déjà lui de chez son lui. côté. Chez 20 minutes, il y a eu toute une période un peu où il a fallu lui trouver, il a fallu qu'il lui trouve une place et qu'il lui trouve des trucs à faire. Donc au début, il faisait ponctuellement des petites vidéos qui ressemblent assez à ce qui se fait maintenant, hein. Des petits trucs, comprendre une crise boursière en 2 minutes, tu vois, avec des petits schémas, des petits machins, etc. Ou Twitter, c'est quoi quand Twitter est arrivé. Il faisait des petits trucs comme ça, mais super sporadiquement, quand il avait une idée ou quand on lui donnait une idée. Et puis au bout d'un moment, Clémence Lemestre, qui était la red chef, qui était devenue la red chef du web après, lui a demandé de faire une vidéo hebdo de retour sur l'info de la semaine. Donc ça s'appelait le Rewind. Et initialement, c'était censé être retour sur l'info, les grosses infos de la semaine. Vite fait, Cyprien étant pas journaliste et étant pas un féru d'actu, il a un peu tordu le concept et il en a fait un retour sur l'info LOL de la semaine sur Internet. Web, voilà, c'est ça. Une espèce de review comme il y en a eu pas mal après par la suite. Puis ça a commencé à bien marcher et puis du coup il s'est mis Clémence lui a dit ça marche bien en hebdo, tu vas le faire en quotidienne, et il a commencé à le faire en quotidienne et puis un jour il avait besoin de figu. Il a demandé s'il y avait des gens qui étaient branchés. Bon, les gens regardaient ça un peu de loin, ils disaient non, enfin moi j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire et tout. Moi ça me tentait bien, ça me faisait bien marrer, donc j'y suis allé une fois. Il m'a rappelé une fois ou deux après, et puis un jour on en a fait une. On s'est vraiment bien marré à tourner. Du coup on a gardé les séquences de bêtisier pour la fin, etc. Et puis petit à petit comme ça, il m'appelait tous les jours, et puis après il m'appelait plus. C'était juste devenu un truc logique que moi j'étais dans mon coin, j'écrivais mes papiers sur l'épidémie de grippe aviaire, et puis il me faisait un signe, tout d'un coup, hop, j'allais dans le studio, on allait tourner les sketchs, on brainstormait un peu, on tournait les petits sketchs d'intro, les petits sketchs du milieu, on avait à chaque fois de quoi faire un bêtisier à la fin, et du coup voilà, le format est né comme ça. Et toi, parce qu'a priori c'était une première expérience publique, enfin en termes de vidéo, de te mettre devant la caméra, de jouer un jeu, etc. Comment tu te sentais? Tu disais que tu te marrais beaucoup, mais t'en as retiré quelque chose de vraiment plaisant, et tu t'es dit que c'était quelque chose qui vraiment tu voulais développer? Sur le coup, c'était pareil, hein. Moi je suis pas arrivé là-bas en me disant putain, je vais me placer avec ce mec parce que potentiellement ça peut devenir un métier, machin et tout. Vraiment je l'ai fait en mode on se marre, comme je pouvais le faire avec mon frère dans notre piole avec nos caméscopes, et j'y allais vraiment parce qu'on se marrait bien à tourner, parce que c'était rigolo, parce que après, au fur et à mesure, j'ai vu, le résultat était cool, j'étais fier de ce truc-là. Et puis après, petit à petit, j'ai vu les nombres de vues grimper, les gens qui commençaient à venir me voir dans la rue en me disant t'es le mec du Rewind et tout, machin et tout. Et j'ai fait putain, ouais, c'est cool. Du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir les jetons en fait. J'ai pas eu le temps de me dire c'est un peu la pression là, et je suis pas comédien, il faut que je joue des sketchs et tout. On s'en foutait de bien jouer ou de pas bien jouer, on faisait juste les trucs parce que ça nous faisait marrer, et du coup, on se posait pas trop de questions, et ça marchait bien. Donc j'ai ni eu de pression, ni à aucun moment je me suis dit c'est ça que je vais faire après. C'est venu plus tard, je me suis dit ouais, en fait j'aime bien ça, c'est cool, peut-être que je pourrais en faire mon vrai métier. Alors, je vais faire un petit point technologie, Ouais. etc. Simplement, donc le Rewind, c'était, tu me corriges si je me trompe, mais essentiellement Dailymotion. Ouais, c'était que ça. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi Dailymotion à l'époque, alors que c'est arrivé à peu près en même temps que YouTube, pourquoi Dailymotion c'était la plateforme la plus utilisée, et au final, parce que tous les podcasteurs entre guillemets humoristiques, Cyprien, Norman, le Velcro, ils étaient vraiment sur Dailymotion à la base. Et donc voilà, c'était quoi l'avantage de cette plateforme-là? À l'époque, c'est juste que c'était la plateforme où, en tout cas pour les Français et les francophones, c'est là où il y avait du monde. C'est là où il y avait... c'est là où le public était, quoi. Donc après, quand ils se sont rendus compte que sur YouTube, il y avait
encore plus de monde et que ça a commencé à devenir la plateforme où il y avait le plus d'audience, tout le monde est parti sur YouTube. Mais au départ, tu te posais pas la question. C'était sur Dailymotion que ça se passait. Donc tout le monde. Et puis eux, ils avaient vraiment commencé, que ce soit Cyprien, le Velcro, et tous les autres, ils avaient commencé sur Dailymotion, donc ils n'avaient aucune raison d'en partir. Ils connaissaient les gens, ils échangeaient des trucs avec les équipes de Dailymotion, donc ils étaient bien. Et puis le jour où YouTube a écrasé le marché, ils sont tous partis là-bas. Donc un jour forcément, donc Cyprien qui gagnait en notoriété, etc., est parti, il me semble, notamment pour Énergie 12. C'est ça, ouais. Où il a rencontré Maxime Muscat. Enfin, ils sont arrivés ensemble. Ils sont arrivés ils se connaissaient déjà. Ensemble là-bas. Le Rewind a continué pendant un temps. Le Rewind continue encore. Et le Rewind continue. Et toi-même, c'est pour ça que je disais ça, mais toi-même, tu as lancé ton propre format vidéo quelques temps après. Ouais. Est-ce que c'était Mon Internet à moi. Mon Internet à moi, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept simplement et la volonté que tu avais derrière en faisant parler des personnes que tu t'es arrivé ? Ouais, le concept, c'était hyper simple. C'était faire parler des créateurs web. Il s'est avéré que c'était beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de vidéastes, mais pas seulement, parce que j'ai reçu Boulet qui est dessinateur, Keck qui est développeur, Thomas Hercouet qui fait des podcasts et tout ce genre de choses. Mais en tout cas, il y avait une majorité de youtubeurs en tout cas. Et donc l'idée c'était de faire parler de ces gens-là, de leur façon de consommer Internet. C'était une espèce de mise en abîme, mais sans prétention aucune. C'était se dire, ok, nous on regarde leurs vidéos, mais eux, qu'est-ce qu'ils regardent comme vidéos et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur Internet. Donc c'était vraiment ça le concept. Comment c'est venu Oui, puis comment c'est venu et comment t'es rentré dans ce milieu-là. Tu connaissais Cyprien, mais il a fallu que YouTube s'impose, que tu découvres un peu ces personnes-là aussi. En vrai, tous ces gens-là, je les connaissais déjà. Tous les invités, à part peut-être John Rachid, c'était la première fois que je le voyais. Sinon, tous les autres, je les avais déjà vus à des fêtes ou à des événements comme la nuit originale de Thomas Hercouet, où c'était des gens avec qui j'avais des relations amicales, sans que ce soit forcément mes BFF, mais il y avait plein de gens que je connaissais vraiment bien. Il y en avait plein qui, à l'époque où on faisait le Rewind avec Cyprien, qui était le truc qui commençait à monter, qui était un podcast vidéo quotidien qui n'existait pas. Il y avait plein de gens qui sont devenus aujourd'hui des méga pointures de YouTube que je croisais et qui disaient putain, c'est vachement cool ce que vous faites et tout, c'est vraiment cool de faire des trucs en vidéo, etc. Donc après c'est devenu des méga stars hollywoodiennes, mais donc j'ai gravité dans ce milieu-là avant que ce soit vraiment un milieu, quoi. C'était quand même tous plus ou moins une bande de potes, donc je les connaissais plus ou moins tous. Et le premier, c'était Norman, la toute première émission. En fait, je sais plus ce qu'il venait. Il venait faire une interview chez 20 minutes. J'avais proposé à la rédac Culture de lui demander de venir parce qu'il faisait la promo de je sais plus quoi. Enfin, il avait un truc. Et je lui avais dit, ça te dit, on se fait juste un petit truc marrant, une petite interview. Et j'avais pas forcément l'idée que ça allait devenir une vraie série, mais j'avais en tête quand même à ce moment-là que faire des contenus vidéo sur un site d'info, c'était bien si c'était quand même un peu un truc avec un format que les gens, qui rentre bien dans la tête des gens, avec un vrai concept et pas juste des interviews où on se pose et on dit alors comment ça vous est venu l'idée de faire des vidéos machin et tout. Je voulais un truc vraiment avec un concept et un format super spécifique. Donc au fur et à mesure des invités, ça a pris forme. Et donc il y a eu Norman, il y a eu Cyprien, Maxime Muscat, Natou, John Rachid, Antoine Daniel, plein de créateurs et de créatrices hyper cool. Marion Séclin aussi. Toute la première génération et puis ceux qui ont suivi un peu derrière, mais effectivement qui étaient beaucoup des gens qui faisaient de l'humour, etc. C'était beaucoup ça, ouais. Ouais. Et il y avait aussi, parce que mais il y a eu Patrick Beau aussi, d'Axolot, qui est pas un créateur, un créateur humour. Voilà, et qui pour le coup, effectivement, ne fait pas
part peut-être une petite blague de temps en temps. Qui est quelqu'un d'extrêmement drôle, mais c'est pas son fond de commerce. Voilà. Comment ça a été accepté dans la rédaction, ce format? Je pense que tu vois venir ma question après, mais comment les gens à 20 minutes réagissaient au fait de faire venir des gens qui faisaient des vidéos sur Internet? C'était quand même à une époque, il me semble, où c'était encore pas complètement acquis comme profession, etc. C'était en train de se mettre en place. Quand le format s'est imposé, c'est les retours que tu avais En fait, l'énorme chance que j'ai eue jusqu'au bout de mon aventure chez 20 minutes, c'est qu'on m'a jamais dit, je parle de mes supérieurs hiérarchiques, hein, on m'a jamais dit non, tente pas ça, ça va être gênant ou ça va pas marcher ou machin et tout. Vraiment, j'ai toujours eu la liberté, parce que j'ai proposé des trucs raisonnables, hein, on s'entend, mais toujours eu la liberté totale de faire d'expérimenter ce que j'avais envie d'expérimenter. Du coup, au départ, j'ai même pas souvenir d'avoir vraiment présenté le projet. Toi, j'avais dit, voilà, il y a des invités, je vais les prendre dans le studio, on va faire des petites interviews et basta. Donc on m'a foutu une paire royale. Il s'avère que c'est des contenus qui ont bien marché. Après, sur le côté qui sont ces gens, t'avais évidemment une partie de la rédaction à qui ça parlait pas du tout, des créateurs web, des youtubeurs, ça leur parlait pas beaucoup. T'avais évidemment toute une partie de la rédaction aussi qui connaissait tous ces gens-là et pour qui c'était logique à minima, voire une bonne idée de donner la parole à ces gens-là et d'être un peu pas pionnier sur le secteur, mais c'est vrai que c'est pas des gens qu'on voit beaucoup dans la presse tradi. Moi, je pense que c'est aussi la chance que j'ai eue, c'est que ils venaient en toute confiance parce qu'ils savaient que j'allais pas essayer de leur faire à l'envers, que j'allais pas leur faire une Ruquier à leur dire mais quand même c'est pas sérieux, sinon comme vrai métier vous ferez quoi plus tard. Enfin, ils savaient qu'on parlait le même langage et qu'ils allaient se marrer, 2 pouvoir dire ce qu'ils veulent et 3 que j'allais pas essayer de les enfler. Donc voilà. Et justement, donc tu parlais pour resituer un petit peu de Laurent Ruquier, parce qu'il y a une fameuse interview qui reste dans tous les esprits dans le milieu du YouTube français, où c'était en gros Natou qui était invité pour parler de son livre. C'était il y a quelques années déjà, et en gros Natou a subi une vague de condescendance, de mépris par rapport à son métier. Et en gros, d'incompréhension aussi, où on lui disait tout simplement que ces millions de vues, ça voulait pas dire grand-chose. C'était fake. Que YouTube, c'était forcément un tremplin vers autre chose. Vers la télé forcément, bah oui. La télé, c'est mieux que tout. C'est le média de l'avenir. Et donc, ce qui m'intéresse, donc là ma question de manière générale maintenant, c'est est-ce que tu peux me parler un petit peu du rapport des journalistes aux youtubeurs, voilà, parce que c'est le terme qui est consacré. Parce que moi-même, donc voilà, je travaille maintenant, je suis en contact avec des créateurs, etc. Et c'est parfois très compliqué de convaincre un créateur de me donner une interview. Il faut que je puisse parler à ses proches, qu'eux-mêmes lui disent tu peux lui faire confiance, il ne te tend pas de piège ou ce genre de choses. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu penses de ce rapport qui est un peu compliqué Ouais, je pense qu'il y a 2 trucs en fait. Il y a une énorme méfiance a priori des créateurs par rapport aux journalistes qui sort pas de nulle part, hein, qui est juste les quelques-uns qui se sont heurtés à l'exercice se sont rendus compte qu'on comprenait pas ce qu'ils faisaient, qu'on les prenait un peu de haut, qu'on se foutait un peu de leur gueule, qu'on les prenait pas au sérieux. Qu'on leur parlait d'argent. Ouais, systématiquement. Donc il y a le côté méfiance, il y a le côté je vais y aller, soit je vais me faire clasher, soit on va mal retranscrire mes propos, etc. Donc une espèce de méfiance de base. Et il y a aussi quand même le truc qu'au départ, les créateurs, ils avaient absolument pas besoin des journalistes. Ce que j'allais dire, effectivement, ils ont déjà leur audience. Ils ont leur audience, qui n'est pas de toute façon une audience qui consomme de l'info sur des sites que ce soit à la télé ou dans les journaux ou sur les sites d'info. Donc au départ, je pense qu'ils se disaient tous, j'ai rien à gagner et j'ai tout à perdre. Donc évidemment, je vais pas y aller. Je pense qu'on a commencé à voir un peu plus de créateurs, de youtubeurs et de youtubeuses dans les médias tradis, à partir du moment où ils se sont un peu diversifiés.
Tu vois, Natou, elle était venue chez Ruquier pour parler de son bouquin. Je pense que Norman, il venait parler de son spectacle chez 20 minutes. Donc à partir du moment où ils ont commencé à sortir un peu de YouTube et à faire autre chose, avec derrière potentiellement des boîtes de prod ou des maisons d'édition qui leur disaient faut faire un peu de promo, ils ont eu pour le coup des choses à gagner à aller parler aux journalistes, ce qui n'a pas forcément après empêché la méfiance, voire la défiance par rapport à la presse. Mais en tout cas, on les a vus. Et je pense aussi que parallèlement, le regard des médias et des journalistes a commencé à changer. D'abord parce que les journalistes eux-mêmes, il y a eu une espèce de renouvellement avec une génération de gens qui arrivaient et qui savaient qui étaient les youtubeurs en face, et que c'était potentiellement, qui avaient des connaissances sur le fait que c'était un vrai métier, que ça générait des revenus, que c'était un truc sérieux et pas juste un truc de guignol qui fait des proutes avec les mains sous les aisselles dans leur chambre, tu vois. Je sais pas s'il y en a un qui a vraiment déjà fait ça un jour, je suis pas sûr. Persuadé que si. Je vais chercher avec les bons mots-clés. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une espèce d'apprivoisement réciproque, et aujourd'hui je crois qu'à part quelques vieux croutons, il y a plus ce côté condescendant ou méprisant ou rigolard face aux créateurs web. Je pense que voilà, c'est devenu des gens qui ont pignon sur rue, quoi. Enfin, j'ai dit pignon sur rue. J'avais dit que je la placerais. Sans commentaire, et surtout pas longtemps tu me reprochais d'utiliser des termes désuets. Des termes désuets, comme donc purée. Voilà, comme purée, voilà, je rebondis tout de suite. Voilà, donc tu côtoyais quotidiennement quasiment le YouTube français, tu voyais cette vague de créateurs émerger, et un jour, tu as décidé de franchir le pas. Ouais. Comment ça s'est déroulé? Parce que en soi, c'est un vrai pari. Oui. Parce que, bon, on pourra en dire un mot après, mais vivre de ces vidéos sur YouTube, c'est réservé à, je vais pas dire 1% contre 99%, mais c'est presque ça. En fait. Au final, c'est vraiment peu de personnes, peut-être le top 10, le top 15 ou le top 20 des créateurs qui peuvent vraiment vivre très confortablement. Mais oui, ça mérite qu'on en voilà, on en non mais c'est pour ça, donc si tu veux me parler un petit peu de ça et de comment toi, t'as quand même décidé d'y aller. Ouais, en fait moi j'ai fait comme un peu à chaque fois que j'ai fait une reconversion, j'ai fait le truc malgré tout en mesurant les risques et en m'assurant que les conditions étaient réunies pour que je le fasse sans aller dans le mur. Donc je suis parti de chez 20 minutes dans le cadre d'un changement d'actionnaire majoritaire, ce qui veut dire deux choses: que 1, je suis parti avec un chèque, 2, je suis parti avec le droit au chômage, ce qui veut dire que j'avais parce que je suis encore dedans, quelques mois tranquilles pour faire démarrer mon activité et qu'elle commence à générer suffisamment de revenus pour que le jour où j'ai plus droit à mes indemnités Pôle emploi, parce qu'aujourd'hui je suis officiellement encore chômeur, le jour où j'ai plus d'indemnités, je puisse vivre de mes vidéos. Là on arrive en bout de course. Aujourd'hui je suis très loin de pouvoir vivre de mes vidéos. Alors on va préciser tout de suite, en termes juste de chiffres sur ta chaîne, tu approches les 400 000 abonnés, si je me trompe pas, et tu as plusieurs centaines de milliers de vues par vidéo. Voilà, c'est juste pour donner en moyenne c'est, je dirais, 250-300 000 vues par vidéo sur le moment, et puis il y en a quelques-unes qui sont à 500, 600, 700 000 vues. Voilà, donc c'est simplement pour dire les choses clairement. Voilà. On peut avoir des centaines de milliers d'abonnés et ne pas pouvoir encore en vivre correctement. En tout cas, c'est dans la façon dont j'ai choisi de faire de faire ma chaîne, ça vient pas comme ça. Oui, peut-être si tu fais 4 vidéos par jour de dégustation, de gameplay, de prank, de machin et tout, de trucs où il n'y a pas forcément besoin d'écrire beaucoup avant, parce que par définition, si tu tournes 4 vidéos par jour, t'as pas le temps d'écrire en plus. Donc si tu fais des trucs comme ça, si tu bombardes de contenu, tu peux rapidement avoir beaucoup d'abonnés, rapidement avoir beaucoup de vues, rapidement avoir beaucoup de propositions de partenariat. Mais en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne une majorité de créateurs YouTube, c'est pas du tout le cas. Ça prend
des mois, voire je dirais une bonne année et demie, 2 ans avant de commencer à être suffisamment installé dans le game pour pouvoir te dire ça va peut-être être ma source de revenus principale. Donc effectivement, tu es parti dans le cadre d'une clause de cession et tu as commencé à réfléchir, ou c'est en discutant avec d'autres personnes En fait, moi, mon projet, il était prêt depuis plusieurs mois. J'en ai parlé avec Cyprien au moment où j'ai senti que potentiellement c'était dans l'air depuis un petit moment chez 20 minutes que ça allait être qu'il allait avoir le changement d'actionnaire. Donc je me suis dit, là, il y a peut-être une porte de sortie avec les conditions pour lancer un truc. J'en ai parlé avec Cyprien, j'en ai parlé avec d'autres gens qui travaillent qui travaillaient pas à l'époque chez YouTube, mais qui travaillent maintenant. Et donc en présentant une idée qui était un peu floue au départ, mais dire j'ai envie de parler de santé parce que il y a quand même un créneau à prendre sur YouTube. Il y a quelques personnes qui en parlent, mais peu. Et puis en tout cas il y a personne qui en parle de la façon dont moi j'ai envie d'en parler, c'est-à-dire vraiment premier niveau d'info, truc mainstream au possible, et sur le ton de l'humour. Je dis voilà, ça j'ai pas l'impression que ça existe, ou en tout cas j'ai l'impression que je peux apporter un truc là-dedans. Tous les gens à qui j'en ai parlé, que ce soit Cyprien, que ce soit les gens que je connaissais dans des networks, m'ont dit franchement ça se tente, franchement il y a moyen de prendre une place et de s'installer là-dedans. Donc Cyprien m'a présenté les gens de Mixicom, je leur ai présenté mon projet, ils ont dit nous on est ok pour te suivre là-dessus, on coproduit, c'est-à-dire on met à ta dispo le studio là dans lequel on est en train de parler en ce moment avec tout le matos. Mon camarade Romain Vitiello, qui est mon cadreur, monteur, truquiste, graphiste et ami, toute sa rémunération est prise en charge par Mixicom. Donc moi je sors pas un sou, du coup j'ai le temps d'écrire mes vidéos et des bonnes conditions pour les tourner et pour faire un contenu qui ressemble à ce que j'ai envie de produire au final. Ça, pour le coup, c'est un vrai avantage que tu as eu parce que tu as démarré tout de suite avec un network. Ouais. J'ai l'impression de l'expliquer à chaque fois, mais comme c'est un type d'entreprise, de société qui est il n'y a pas un network qui ressemble à un autre. Voilà, c'est des sociétés qui accompagnent les créateurs, qui peuvent servir d'aide à la production, de régie publicitaire, tout un tas de choses, de management, d'aide sur le plan juridique. En gros, moi, le truc de comparaison que j'emploie souvent, c'est que c'est l'équivalent d'une maison de disques pour un groupe de musique, quoi. C'est-à-dire qu'ils t'aident un peu dans tout pour la production, pour la promotion, pour la régie pub, etc. Donc c'est un peu le même principe, quoi. Voilà, donc c'était le premier avantage que tu avais en te lançant. Et effectivement, l'immense majorité des jeunes créateurs commencent sans network et sont contactés quand ils ont plusieurs milliers d'abonnés. Ils sont contactés par des networks, pas toujours très clairs, mais maintenant ça se structure un peu plus, j'ai l'impression. Et l'autre avantage que tu avais, c'était d'avoir déjà une visibilité sur Internet. Tu connaissais les gens des milieux avec qui tu as pu discuter, qui ont pu t'orienter, etc. Mais tu avais déjà, sur Twitter notamment, tu avais déjà une vraie communauté de gens. Et donc, quand tu l'as annoncé, je suppose que ça a déjà donné un premier coup de boost. Tu n'as pas jeté ta bouteille à la mer, quoi. Ouais, j'avais en toute modestie, j'avais une expérience dans la vidéo facecam parce que c'est un exercice très particulier. Donc j'avais ça, je savais exactement où je voulais aller, j'avais les moyens pour produire un contenu quali, et effectivement je tombais pas du ciel. J'avais pas une commu de ouf, mais il y avait des gens qui me suivaient. Quand j'ai lancé ma chaîne et que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, assez rapidement j'ai eu quelques dizaines de milliers d'abonnés, ce qui est quand même très très cool. Quand en quelques jours t'arrives à atteindre ça, c'est super chouette. Donc ouais, je tombais pas de nulle part. J'ai eu aussi la chance, pour ma toute première vidéo, j'ai eu Cyprien comme guest. Évidemment, c'est les collaborations, c'est vraiment un boost important. Alors, c'en est un. Moi, je l'utilise pas de ouf, en fait, parce qu'à part Cyprien 2 fois,
Squeezie une fois, Maxime Muscat 2-3 fois, plus des filles comme Marion Séclin, Léa Camilleri, Lola Dubini, Sophie Rich, qui sont venues plusieurs fois. Puis à chaque fois, au final, on en reparlera, mais à chaque fois, c'était pour une thématique bien particulière. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas pour parler d'un sujet, c'était souvent pour parler de quelque chose qui les concerne elles aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je fais pas une vidéo, une collab, je le fais quand ça s'y prête. Et puis la première, voilà, là pour le coup, c'était sur l'anus artificiel. Cyprien n'a pas d'anus artificiel, je pense que je peux le dire sans déflorer, sans briser le secret médical. Donc là c'était juste, voilà, je me disais un petit effet waouh, première vidéo, il y a Cyprien dedans, machin, etc. Donc effectivement ça a marché à partir du moment où lui a relayé cette vidéo-là sur ses réseaux sociaux. Évidemment, ça m'a fait gagner ça m'a fait encore franchir un palier en nombre d'abonnés. Après, ce que je me dis, c'est que si les gens restent, si les gens continuent à regarder mes vidéos et si je continue à gagner des abonnés, alors que je fais plus tant de collabs avec des gros que ça, c'est que ils se retrouvent dans le contenu que je produis et que c'est pas juste un. Enfin, c'est que potentiellement, voilà, c'est ce que je raconte les intéresse un petit peu. Alors, maintenant, je parlais vraiment du contenu et de comment tu travailles. Sur tes vidéos, parce qu'on parle de santé, c'est un sujet qui peut être très touchy. Clairement. Là, on parlait voilà, du monde de la vulgarisation sur YouTube, mais à chaque fois, la question des sources, la question de la validité des informations, etc., c'est un débat qui est permanent. Et au festival Frames, où tu étais également, et je parlais avec pas mal de monde, et à chaque fois, c'était vraiment un souci, un besoin de pas se tromper pour pas ensuite se faire reprendre dans les commentaires. Toi, voilà, tu parles de santé. Est-ce que tu peux me dire comment tu travailles? Bon, voilà, tu avais déjà l'expérience journalistique, donc les sources, etc. Ouais. Mais comment tu fais pour t'assurer que ce que tu racontes est exact et va pas être repris par quelqu'un qui est potentiellement médecin, spécialiste? D'abord, en gros, je travaille vraiment de la même façon que quand j'étais journaliste. C'est-à-dire, je vais chercher les infos sur des sources fiables, c'est-à-dire, grosso modo, des institutions, des publications scientifiques. Enfin, voilà. Ayant été journaliste, trouver des sources fiables d'infos, c'était pas très compliqué. Ensuite, il y a un truc qui est quand même particulier avec la science en général et la santé en particulier, c'est que t'as toujours une étude qui vient contredire la précédente. Donc, le café. Est-ce que le café c'est bon ou mauvais pour la santé? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une vérité, une réalité universelle? Non. Est-ce qu'elle est amenée à évoluer au cours des années? Oui, il y a sûrement des vidéos à moi qui seront ou qui sont déjà obsolètes en termes de contenu, parce que donc ça c'est. Ensuite, le deuxième truc, c'est que en soi, se tromper, c'est emmerdant, mais c'est pas dramatique. Si ça génère un débat et que potentiellement après tu fais un erratum en disant pop, je me suis trompé, j'ai dit une connerie, voilà, etc. Bon, évidemment, il faut faire en sorte de pas se tromper, mais quand on se trompe, ça peut aussi être pédagogique, du moment que tu reconnais ton erreur et que tu fais un erratum. Sinon, après, voilà, sur la fiabilité des sources, je te dis, je vais les chercher là où je sais qu'elles sont fiables. Après, encore une fois, moi, c'est un truc vraiment premier degré d'info. J'ai des collègues youtubeurs médecins qui font des trucs beaucoup plus pointus. Moi, ça reste sur les mécanismes, je rentre pas dans le détail de la physiopathologie des maladies, je fais pas appel à des notions qui sont ultra casse-gueule. Oui, après, quand tu cites des études, t'as toujours des gens qui viennent te dire ah non, attention, c'est pas tout à fait vrai, machin. J'ai fait des vidéos sur les gestes de premier secours, il y a un secouriste qui a dit ah non, attention, ça c'est hyper dangereux, tu racontes n'importe quoi. Bon, il y a toujours des gens qui viennent te titiller. En gros, j'ai au jour d'aujourd'hui pas raconté de conneries énormes. Je crois pas avoir raconté de conneries. J'ai fait une boulette une fois dans une vidéo en disant mal mon texte et en m'en rendant compte après coup. J'ai fait une correction et il n'y a pas de souci. Je suis vachement plus attentif
Enfin, je suis vachement plus inquiet pour ce qui concerne les blagues que pour ce qui concerne la fiabilité des infos. La fiabilité des infos, je suis à peu près sûr de mon coup. Les blagues, il y a des fois où je me dis est-ce que ça passe, est-ce que ça va pas vexer, est-ce que ça va pas scandaliser. Les gens aiment bien se scandaliser. Donc, Et justement, parlons-en de l'humour. Donc, tu disais que dès le début, tu as voulu mêler les deux. Voilà. Et il y avait Antoine Daniel dans une vidéo, il disait faut faire attention à la dictature de l'humour, quand il donnait des conseils. Et je trouve que c'est très intéressant dans le sens où parce que j'entendais donc au festival à Avignon des personnes qui voulaient se lancer et qui avaient peur de pas être assez drôles, de pas voilà, parce qu'ils ont le sentiment, et le grand public a ce sentiment-là aussi, parce que la première vague c'est des podcasteurs humour, ont le sentiment que YouTube c'est forcément des vidéos drôles, etc. Toi, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment l'humour, ça c'est venu de façon naturelle pour ce format de vidéo, et justement comment tu travailles les blagues D'abord, Antoine, il a complètement raison. Faut pas que ce soit une dictature. Si je me souviens bien, c'est Flaubert qui m'avait dit aussi la même chose quand il était venu dans mon internet à moi. Il avait parlé je crois que c'était de Patrick Beau, d'ailleurs, d'Axolot, en disant j'aime bien ses vidéos parce qu'il se sent pas obligé de faire des blagues, il raconte des trucs. Donc oui, c'est pas une obligation, oui, il faut pas que ça devienne une dictature. Après, moi, pour le coup, ça a toujours été ma façon de fonctionner, ma façon de communiquer, et même ma façon d'éduquer, parce que quand on est infirmier, on a un rôle éducatif auprès du patient. Moi, c'était la façon dont je parle là, face cam, c'est la façon dont je parlais à mes patients, en fait, quand j'étais infirmier. C'est-à-dire que je leur expliquais de la même façon, en faisant des blagues ou en faisant des comparaisons voilà, humoristiques. Donc, pour moi, c'était vraiment naturel. Je voyais pas les choses autrement. Je crois que j'aurais pas pu faire une chaîne de vulgarisation ou sensibilisation à la santé sans utiliser le vecteur de l'humour, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Après, sur la façon de trouver les blagues, ou en tout cas sur la limite, parce que les blagues, c'est compliqué d'expliquer comment tu trouves tes blagues. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ouais. Sur la limite, mon credo, c'est on rit des maladies, mais on rit pas des malades. Je refuse de faire des sketchs où je singe un mec malade et je me fous de sa gueule. Enfin, si des gens ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Moi, je me sens pas. Donc, tu remarqueras, les sketchs, je joue où je fais jouer à mes invités un organe ou un mécanisme. Dans l'épilepsie, par exemple, avec Squeezie, il joue le rôle d'un neurone qui est... je joue le rôle d'un neurone qui se fait taser par un autre neurone pour expliquer le dysfonctionnement qui se passe dans les crises d'épilepsie. Je me voyais pas du tout jouer le rôle d'un épileptique et me rouler par terre en mode je me pisse dessus, machin et tout. Voilà. Donc ma limite, c'est on rit avec on rit des maladies, on rit des mécanismes, on rit de situations potentiellement, mais on rit pas des malades. Alors, puisqu'on parle d'humour, on va parler d'un des grands maîtres de l'humour, Cyril Hanouna. T'as une histoire particulière avec lui, et comme tu as consacré plusieurs vidéos et que en soi c'est pas fini, et que c'est un concept que je trouve très très osé, vraiment. Donc est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé avec lui, ou plutôt avec son image? Oui. Donc au départ, j'avais l'idée de toujours dans ma ligne édito de santé au sens le plus large possible, de faire une vidéo sur le tatouage, d'expliquer pourquoi quand t'as un bleu sous la peau, il disparaît, pourquoi quand on t'injecte de l'encre sous la peau, elle disparaît pas, éventuellement des petits conseils sanitaires avant de se faire tatouer, après s'être fait tatouer, machin, etc. Donc une vidéo sur le tatouage, je trouvais que c'était cool sous le prisme santé. Et je me suis dit, c'est encore mieux si je fais la vidéo sur le tatouage en me faisant tatouer, vraiment. Donc à la base, moi j'étais parti pour me faire un tatouage qui me plaît. Puis après je me suis dit, et si je faisais une vidéo sur le tatouage et qu'après je faisais une vidéo sur le détatouage, et que du coup je me faisais vraiment détatouer. Donc à ce moment-là je me suis dit,
je vais me choisir un tatouage qui me plaît pas, du coup, puisque le concept, c'est de se le faire retirer après. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, faut quand même pas que ce soit un truc avec trop de remplissage, trop de couleurs, donc peut-être juste du tracé. Je dis, un visage, ça serait marrant quand même et tout. Et au départ, j'étais parti sur Kinvey, qui est aux antipodes de mes goûts musicaux, même si j'ai rien contre cette personne, hein, ni contre les gens qui l'écoutent, mais voilà, c'était drôle, moi étant ouvertement, notoirement fan de métal, se faire tatouer Kinvey, je trouvais ça drôle, et puis se le faire retirer après. Et puis je me suis... donc j'avais demandé à mon frangin qui est, en plus d'être comédien, auteur et tout ça... Oui, Adrien Méniel. Adrien, voilà. De base, c'est un illustrateur. Donc j'avais demandé, je lui avais envoyé une photo, je lui avais dit est-ce que tu peux me faire un petit visage un peu cool de Kinvey. Donc j'avais tout ça, j'avais déjà envoyé au tatoueur. Et puis un matin, je me réveille et je me dis ben non, mais Cyril Hanouna, quoi. C'est... Parce que là, pour le coup... c'est vraiment, autant Kinvey, j'ai rien contre lui, autant Hanouna, c'est vraiment pas le genre de personnage que j'ai envie de porter dans ma chair au quotidien. Donc je me suis dit là vraiment, il y aura le côté, c'est vraiment quelqu'un que tu n'aimes pas du tout, que tu te fais tatouer, donc ça justifiera vraiment le fait que tu te le fasses retirer. Et puis je savais bien, en plus évidemment, soyons pas hypocrites, que ça aura une résonance vachement plus importante avec Hanouna qu'avec Kinvey. Donc je me suis fait tatouer Hanouna sur la fesse. Oui, c'est important de le préciser. Voilà, on n'a pas parlé jusque-là. important de le préciser. Le choix de la fesse, c'est juste parce qu'il fallait une zone pas trop bronzée, qui s'expose pas trop au soleil, à la fois à cause du tatouage et du laser. Il se trouve que c'est la partie de mon corps que j'expose le moins au soleil. Et qu'accessoirement, ça m'arrangeait bien de me dire, c'est quand même sur une partie de mon corps que assez peu de gens voient finalement. Donc voilà. À part mon médecin et les gens à la salle de sport, mais c'est un autre problème. C'est un autre podcast. Et du coup, je me suis retrouvé avec Hanouna tatoué sur la fesse. J'en suis à ma 3e séance de laser sur 6 et force est de constater que les résultats sont pas spectaculaires pour l'instant. Ah, donc Cyril te suit, enfin, pour l'instant, parce que ça fait déjà quelques mois. Ah, c'était en décembre 2016. D'accord, donc là on est presque un an après. On arrive presque à la date anniversaire. Et il est toujours là. Il est toujours là et il est toujours bien vivace. Est-ce que tu t'inquiètes sur la finalité de ce détatouage, Alors, je m'inquiète très, très raisonnablement. Je suis pas fou d'inquiétude. D'abord parce qu'encore une fois, mes fesses, tout le monde les voit pas tous les 4 matins, donc voilà. Après, parce que je garde quand même l'espoir que ça finisse par fonctionner. Je me dis qu'il y a d'autres machines, d'autres techniques que je peux tester, et au bout du bout, je peux aussi le faire recouvrir par un autre tatouage si j'ai envie. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Mais du coup, ça valide complètement mon concept, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire vidéo sur le tatouage en disant voilà comment ça marche, voilà comment ça se passe, machin. Vidéo sur le laser, j'aurais regardé toutes les vidéos que tu as sur YouTube, tous les tutos, tous les machins, tous les trucs des entreprises de détatouage en disant voilà comment ça fonctionne, le laser ça fait ça, après l'encre est évacuée et au bout de 6 séances il n'y a plus rien. Sauf que voilà, j'aurais fait de la com, et j'aurais pas fait du journalisme YouTube. Là en vrai, je me suis collé au truc. J'ai été me confronter charnellement à la réalité du truc et je peux dire, en théorie, voilà comment ça marche. En pratique, faites gaffe quand même parce que ça marche pas à tous les coups quand même. Donc du coup, il y a quand même un intérêt pédagogique au truc, au-delà de la blague et de l'effet un peu waouh. On suivra ça avec attention. Je fais une petite parenthèse, parce que tu parlais de musique. Et est-ce que parce que dans la façon dont tu es habillé, dans les vidéos aussi, tu as toujours un t-shirt, je me rappelle plus exactement, mais c'est un t-shirt d'un groupe C'est un groupe différent à chaque fois, voilà, c'est une sorte de métal. Et donc en dessous de ta blouse, est-ce que tu peux me parler un petit peu juste de ton rapport à la musique, au métal? Parce que j'ai l'impression que c'est une vraie passion et je crois que tu fais des festivals. Et même, simplement pour te décrire, tu as des grosses bagues très impressionnantes. Tu le vis vraiment à fond. Mon rapport au métal, c'est la musique que j'ai, le premier style musical vraiment que j'ai écouté étant ado. Donc vraiment, j'étais un hardos comme on disait à l'époque. J'avais les cheveux longs, j'avais les mêmes t-shirts
plus ou moins que je porte aujourd'hui. J'avais tout l'attirail, le perfecto avec la veste en jean et les patchs par-dessus, etc. Donc c'était mon style musical exclusif à l'époque. Depuis, en prenant de l'âge, j'ai appris à apprécier d'autres styles musicaux, mais celui-là, ça reste vraiment celui que je préfère. Un truc qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on était des parias, en fait. On était 3 métalleux dans mon collège et après dans mon lycée. Tout le monde se foutait de notre gueule. C'est devenu cool beaucoup plus tard, à l'époque où j'avais pour le coup un peu arrêté de porter des t-shirts de métal, etc. C'est devenu cool avec des groupes genre Korn, Slipknot, Linkin Park et tout. Et tu voyais des trucs écrits au Tipex sur les sacs de cours des collégiens. Moi, à l'époque, c'était pas du tout cool. Maintenant, c'est très cool. Maintenant, le Hellfest, c'est un festival de ouf. Tout le monde a envie d'y aller, même les gens qui écoutent pas spécifiquement de métal. Donc, c'est très, très, très chouette. Et en vrai, le DTC, ça m'a vachement relancé vestimentairement dans le côté métal, parce qu'avant j'avais quelques t-shirts que je mettais de temps en temps, mais j'en avais, je sais pas, 5-6. Et puis la première vidéo de DTC, c'était, je m'étais dit, je veux un générique métal. J'ai demandé à Wax, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est un musicien et une personne hyper cool, de me composer mon générique. Donc je savais que je voulais l'univers métal, je savais que visuellement, le générique, je voulais aussi avoir un t-shirt de métal. Et ma première vidéo, j'ai un t-shirt de métal. La deuxième aussi. Et j'ai vu que les gens étaient tout ouf dans les commentaires. Genre, ah putain, il y a un t-shirt Slayer tellement cool et tout. Du coup, je me suis un peu pris à mon propre jeu. J'étais obligé de racheter des t-shirts. J'en avais quand même pas une collection de dingue. Donc j'en ai racheté un pour en avoir un différent à chaque vidéo, etc. Et du coup, maintenant, j'en ai tellement plein mon armoire que je m'habille vraiment plus que comme ça. Alors que j'avais un peu lâché l'affaire avant. Tu rentabilises au-delà des vidéos. Je vais justement revenir un petit peu sur le contenu de tes vidéos. Et il y en a certaines qui m'ont vraiment marqué parce que donc, on parlait tout à l'heure de collaboration, mais je voulais revenir parce que donc, tu invites des personnes et tu parles avec elles d'une particularité. Des fois, ça peut être un syndrome, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fait? Parce qu'en plus, souvent, c'est des personnes des créateurs, en fait, des créateurs de YouTube. Et tu parles avec eux si ils ont quelque chose dans leur vie, au GG notamment. Avec la prosopagnosie. Voilà, prosopagnosie. Tu pourras peut-être expliquer ce que c'est. Mais voilà, comment ça t'est venu et parce que j'aime beaucoup la façon dont on t'en parle très normalement et tu poses vraiment ce que c'est et tu permets tu fais découvrir des choses dont on n'a pas forcément conscience au quotidien. En fait, comment c'est venu? J'ai fait une vidéo dans laquelle je testais une combinaison qui me donnait l'illusion d'être une personne très âgée. Donc en gros, j'ai testé être vieux pour une journée. Je trouvais ça chouette, voilà, de pouvoir me mettre à l'épreuve et puis me rendre compte à quel point avoir la vision, l'audition, les mouvements limités, tout ce que ça impliquait dans les scènes de la vie quotidienne. Et puis après, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui regardent mes vidéos et de gens qui eux commercialisent ce genre de combinaison pour me dire tu sais que tu peux aussi tester le fait d'être enceinte, tu peux tester le fait d'être en fauteuil roulant, tu peux tester ça machin, etc. Et à ce moment-là je me suis dit j'ai pas envie de faire ça en fait, j'ai pas envie de te mettre à la place, de me mettre à la place des gens. Je dis si c'est pour faire ça en fait, faisons venir les gens directement et qui viennent nous raconter comment on vit avec, comment on apprend à vivre avec, comment on réagit quand on découvre qu'on a moi j'appelle ça des particularités physiques parce que je veux volontairement je veux parler de trucs aussi divers que être en fauteuil roulant ou avoir une tache de vin ou voilà, donc c'est une particularité physique, ça peut être un handicap, une maladie, quoi que ce soit. Et donc je me suis dit je vais inviter des gens pour en parler. L'idée, c'est que ça aille un peu au-delà de la pathologie ou de la particularité que ces gens-là ont individuellement, mais aussi que les gens qui regardent la vidéo, même s'ils ont quelque chose qui n'est pas exactement la même maladie, puissent se dire en fait, que ce soit inspirant pour des gens qui eux-mêmes se trouvent dans une situation où physiquement ils ont un truc un peu particulier, que ça puisse vraiment parler à tout le monde. Le choix de faire venir des créateurs et des créatrices
pour en parler au départ, il a une double justification. La première, évidemment, c'est que si tu commences ta série de vidéos en disant voilà, machin, machine, que tu ne connais pas du tout, qui vient de parler d'une maladie que tu ne connais pas du tout, potentiellement les gens ils vont dire oui, ok, bon, donc j'avais un peu peur que ça soit pas très incitatif pour les gens et que ça intéresse pas les gens. Si tu dis voilà, telle personne que tu connais, dont tu regardes les vidéos, qui vient de parler de telle maladie parce que tu le sais pas, mais elle a telle maladie, je me suis dit peut-être que ça va attirer les gens, et puis avec l'idée que dans un deuxième temps, je fasse venir de plus en plus de gens qui sont des anonymes, ce qui est déjà le cas, hein. J'ai fait venir des membres d'une association autour du handicap et de la différence, qui sont pas du tout des créateurs, et ça, la vidéo a beaucoup plu aux gens. Donc le premier truc c'était attirer les gens dans un premier temps avec des têtes connues pour donner la parole à des anonymes après. La deuxième chose, c'est que tous ces gens-là, jusqu'à présent, c'est des gens que je connais, que je connais perso, et puis en plus c'est des gens qui sont habitués à parler face cam, et que mine de rien, dans un dialogue à deux comme ça, si tu donnes la parole à quelqu'un qui a peut-être des choses très intéressantes à raconter, mais qui va pas réussir à le faire parce qu'il va être bloqué par la caméra ou par l'environnement, les lumières, le fond vert, machin, etc. Du coup, c'est dommage pour tout le monde. C'est dommage pour la personne en question qui va se sentir mal de pas avoir réussi à parler. C'est dommage pour les gens qui regardent parce que du coup, c'est pas très instructif, etc. Donc c'est aussi une façon de m'assurer que c'est quelqu'un qui est à l'aise face à la caméra et quelqu'un qui va réussir à faire passer le message qu'il a envie de faire passer. Mais voilà, en passant par des assos ou en rencontrant les gens avant, à terme, je peux aussi me dire que je vais rencontrer des gens plus anonymes ou en tout cas moins connus et qui vont pouvoir témoigner aussi. Et juste pour pas laisser ça en suspens, OGG, donc ouais. elle, le nom que je viens d'oublier immédiatement. La prosopagnosie. C'est ça, et c'est en fait la difficulté à mémoriser le visage ouais. des gens. Ouais. Et donc effectivement, elle explique dans cette vidéo tous les techniques qu'elle a pour un petit peu se rappeler, faire la différence entre les personnes qu'elle rencontre. Tous ces sujets que tu abordes de manière très sérieuse, très posée, des fois aussi ça a pu te poser problème parce que je vais te laisser en parler, mais tu as fait une vidéo sur le pénis et ensuite une vidéo sur le clitoris. Est-ce que tu peux C'était dans ma période latin. Je faisais Mais est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? Est-ce qu'a priori, donc, au départ, la vidéo sur le pénis, tout s'est bien passé pour la vie de cette vidéo? Au départ et tout du long, en fait. La vidéo sur le pénis, c'était pourquoi le pénis devient tout petit quand il fait froid. Donc j'ai fait la vidéo où j'explique ça. Elle a été, je sais plus, c'est 2 ou 3e des tendances. Ce qui est, les tendances, effectivement, la page des entre guillemets qui algorithmiquement sont les plus vues ou qui. C'est pas forcément les plus vues, mais c'est celles qui sont à un instant T sont buzz. Génèrent beaucoup, soit beaucoup de commentaires, soit beaucoup de pouces, qui soient rouge ou bleu d'ailleurs. Beaucoup de commentaires qui a la plus grosse progression, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est pas forcément le plus grand nombre de vues, mais si tu fais 100 000 vues en 24 heures, tu te retrouves assez facilement dans les tendances. Donc c'est en tout cas des vidéos qui sont mises en avant par l'algo, un des algorithmes YouTube. Donc cette vidéo-là sur le pénis s'est trouvée dans les tendances. Du coup, comme elle est dans les tendances, elle est encore plus vue. Donc elle a fait un bon nombre de vues. J'ai plus ça en tête parce que je suis pas un obsédé, mais des chiffres. Précision importante. Voilà. Mais en tout cas, elle a vécu sa vie et c'est une vidéo qui a très bien marché. Et puis quelques temps après, j'ai fait une vidéo sur le clitoris qui partait du postulat que personne n'en parle jamais et que en parler c'est sale et que c'est tabou et que c'est parce que ça tourne autour de la sexualité féminine et du plaisir féminin et que voilà, ancestralement c'est un truc qui est tabou. Et pour une raison que j'ignore, parce que je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais cette vidéo s'est retrouvée démonétisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pub dessus, 2 interdite aux moins de 18 ans, et du coup complètement absente des tendances,
Ce qui fait que l'effet d'entraînement n'a pas eu lieu, donc elle a fait beaucoup moins de... En tout cas, la courbe de progression des vues par rapport à une vidéo habituelle et par rapport à celle du pénis notamment, elle s'est trouvée cassée au bout de quelques heures parce que ça commençait à faire beaucoup de vues et puis finalement elle était plus nulle part et puis elle était interdite aux moins de 18 ans, elle était plus recommandée, plus dans les tendances et tout. Donc je sais pas si c'est parce que des gens ont signalé la vidéo comme contenu offensant. Je sais pas si c'est l'algorithme YouTube qui a dit oh là là, ça c'est pas très annonceur friendly. Ce qui serait très problématique. Alors encore une fois, je ne sais pas, donc je peux pas me prononcer, mais oui, ce serait un problème de se dire que, mais en même temps, ça, pédagogiquement parlant, ça apporte de l'eau à mon moulin. C'était justement l'idée de départ de ma vidéo, c'était de dire c'est bizarre, hein, on peut parler de tout, mais par contre le clitoris c'est sale et c'est machin, etc. Donc oui, en tout cas, ils ont estimé que c'était ça n'était pas monétisable et que ça devait être interdit au moins de 18 ans, alors que c'est purement du factuel, médical, il n'y a pas de... Et depuis, dans les bouquins de SVT des collégiens, il y a mention et schéma sur le clitoris. Donc j'espère qu'ils vont pas être interdits au moins de 18 ans, parce que ce serait chiant. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est toujours interdite aux moins de 18 ans? Alors je sais que j'ai fait mon Calimero sur les réseaux sociaux, ça a fait pas mal de foin et j'ai posé la question à un contact chez YouTube, donc du coup il m'a dit oh t'es un peu chier quand même. Et donc ils me l'ont remonétisé et ils ont fait sauter l'interdiction au moins de 18. Je suis pas sûr, faudrait que je check. Je me demande si l'interdiction au moins de 18 est pas revenue par la suite. Alors, truc drôle, j'ai que 2 vidéos interdites au moins de 18 ans sur ma chaîne. C'est celle-là et celle du tatouage, parce qu'on voit mon cul. Ah oui. Voilà. Oui. Pareil, je sais pas si... Je pense que là, pour le coup, comme c'est arrivé beaucoup plus tard, je pense que celle-là, elle a été signalée. C'est une vidéo que je vous conseille beaucoup. Voilà. Laquelle ? Les deux. Donc on parlait d'éducation, voilà, et puis toi, enfin que tu montes aussi ton cul dans les vidéos, etc. Ça me fait penser tout de suite parce que donc t'as des enfants et qui eux-mêmes se sont lancés sur avant moi même. Avant toi, ouais. Se sont lancés sur YouTube. Est-ce que tu peux me dire comment tu les accompagnes là-dedans? Est-ce que tu les encadres? Est-ce que tu leur dis ça c'est peut-être bien, ça c'est moins bien, fais attention, etc. Comment ça se passe? Le premier à s'être lancé, c'était mon fils, qui à l'époque avait qui a 16 ans et demi maintenant, et qui à l'époque avait peut-être 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Peut-être même 12. À l'époque, je faisais... on écrivait ensemble, on tournait ensemble, et c'est moi qui montais parce qu'il savait pas faire. Donc j'étais présent du début à la fin du processus, donc c'était assez facile. Ensuite, ma fille s'est lancée, elle s'est lancée toute seule, enfin en tout cas avec son frère, ou toute seule mais sans moi. Et mon fils a pris de l'autonomie là-dedans, donc maintenant moi j'interviens très très peu dans leur techniquement. Mais évidemment, avant qu'ils mettent leur contenu en ligne, et même avant qu'ils tournent, parce que pas leur faire perdre de temps, je discute avec eux pour essayer de leur faire passer le message qu'il y a des choses qui se racontent, d'autres qui se racontent pas. J'ai assez peu à les censurer en vrai, parce que je crois qu'ils ont intégré le truc d'eux-mêmes. Mais bon, ça peut m'arriver de les mettre en garde en disant fais attention, ça, ce genre de truc, soit la blague est un peu touchy, soit là-dessus tu vas te faire vanner, bon, voilà, ça peut arriver. Et puis a posteriori, il y a évidemment de toute façon des gens qui sont insultants, agressifs dans les commentaires. Donc il y a aussi un travail de débrief après, en disant c'est pas des insultes qui sont dirigées contre toi en tant que personne, c'est des insultes qui sont dirigées contre l'espèce de personne publique à toute proportion gardée que tu représentes. Voilà, t'as énormément, pour mon fils, c'est énormément d'insultes sur le physique, sur le fait qu'il ait des bagues aux dents, machin, ou sur sa coupe de cheveux, etc. Pour ma fille, qui
Mon fils a 50 000 abonnés, ma fille a vraiment 2000 abonnés. Donc elle a moins de trolls parce que ça arrive avec le nombre d'abonnés. Mais il y a quand même des trucs... elle a 12 ans. Sur des vidéos où elle en avait 10, il y a quand même des gens qui la traitent de sale pute et ce genre de choses. Donc bon, oui, effectivement, c'est un truc que tu reçois violemment quand t'es un enfant. Si tu t'imagines que vraiment c'est à toi qu'on parle, après, quand tu fais un peu de pédago et que tu dis non, tu sais, c'est juste, c'est pas ces vrais mots-là qui sont dirigés vraiment contre ta personne. C'est un type qui balance une injure parce que c'est comme ça que ça se fait sur Internet et parce que quand t'es jaloux ou aigri ou bref, peu importe, tu as des comportements de ce type-là, mais c'est pas... Enfin, faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Et dernière question, comment... parce que là, effectivement, il faut oser se lancer, créer sa chaîne, etc. Et je sais que tu as pris part à des conférences au Frames Festival sur le sujet. Toi, quand tes enfants se sont lancés, ou de manière générale, quand tu rencontres des jeunes qui veulent se lancer, quel genre de discours tu tiens quand il y a des gens qui se disent j'ose pas forcément, peut-être par peur de la critique, du regard des autres, etc. T'as évidemment des conseils à plusieurs niveaux, mais le premier truc, c'est si tu lances une chaîne YouTube parce que tu as envie d'avoir une chaîne YouTube, tu prends vraiment le truc par le mauvais sens. Et si tu lances une chaîne YouTube parce que tu as envie d'avoir plein d'abonnés, tu prends le truc par le mauvais bout aussi, quoi. Donc mon premier conseil, c'est lance pas une chaîne YouTube, écris des vidéos sur les trucs que tu as envie de raconter, que ce soit de l'humour, de la vulgarisation, de la beauté, des tutos, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, écris des trucs, qui t'intéressent, 2, pour lesquels potentiellement tu te dis que tu as une espèce de... Sinon de légitimité, au moins que ce que tu as raconté, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée et qui va intéresser un peu les gens et leur apprendre quelque chose. Donc c'est ça, c'est d'abord concentre-toi sur ton contenu, sur ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît et ce que tu peux apporter aux gens. C'est la première chose. Et quel que soit... on a pas mal parlé à Frames aussi de la place des femmes sur YouTube. Te sens pas contraint parce que t'es un mec de faire de l'humour ou que sais-je, et te sens pas contrainte parce que t'es une fille à faire de la beauté ou de la mode ou du lifestyle ou je sais pas. Enfin, vraiment, fais le truc qui te plaît, qui te tient à cœur et où t'as des trucs à raconter. Et puis après, la deuxième chose, c'est sur le côté se lancer. C'est quand t'as ton permis de conduire et que tu commences à conduire, tu sais pas vraiment conduire. Enfin, tu t'apprends en faisant, quoi. Donc au début, tu conduis doucement, t'es pas forcément super assuré et tout, puis au fur et à mesure, tu prends de l'assurance et tout va bien, quoi. Donc faut pas se fixer une espèce de pression de résultat dès le départ. Faut se dire, cette vidéo que je fais là, c'est ma première vidéo. Elle va pas être parfaite parce que je vais pas m'étalonner sur des gens qui font ça depuis 5 ans. Ou alors je vais aller m'étalonner sur leur propre première vidéo s'ils l'ont pas supprimée. Mais voilà, se donner la permission de débuter, de se dire je vais apprendre et je vais m'améliorer, et puis ne pas se comparer avec d'autres gens, juste se dire voilà, moi j'ai envie de faire le truc le meilleur contenu que je puisse faire moi, mais je vais pas aller me comparer avec des gens qui font ça depuis super longtemps. Donc voilà, et puis après de façon très technique, mais ça c'est encore une fois je suis pas le premier à le dire, mais il n'y a pas besoin d'avoir un studio avec fond vert et des éclairages de ouf et un matos dingue. Par contre, il y a besoin d'avoir un micro pour qu'on entende ce que tu racontes, parce que avant d'avoir une super caméra, un super appareil photo, vraiment l'important c'est le son, parce que une vidéo inaudible, c'est une vidéo que personne peut regarder, alors qu'une vidéo avec une image un peu moyenne mais où on entend vraiment le propos, ça se gère, quoi. Et j'espère que le son de ce podcast sera correct. J'espère aussi. Merci beaucoup Julien pour le temps que tu m'as consacré. Merci à toi. Et à bientôt sur ta chaîne Dans ton corps. Ça marche, à bientôt.
Un grand merci à Julien Méniel de m'avoir consacré un peu de son temps et un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode bonus de NoTube. Si ça vous a plu, vous pouvez évidemment le partager à vos proches et lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est plus qu'un petit pouce bleu YouTube, mais ça représenterait un gros coup de pouce pour nous. Donc merci beaucoup et à très vite. Merci à ceux qui sont restés après le générique. Voilà, donc ça va devenir une petite habitude. Quelques questions bonus avec notre invité du jour, Julien Méniel. Donc je vais simplement t'énoncer des petites questions et tu peux me répondre de façon spontanée, un conseil. Donc voilà. Pour commencer, très simple, une vidéo sur YouTube qui te plaît particulièrement, qui t'a marqué. Alors, une vidéo, c'est compliqué. Une chaîne qui me plaît beaucoup, c'est Copain du Web. Voilà, c'est un type qui fait des vidéos avec une cagoule et qui raconte plein de trucs très sensés, mais dans un univers super what the fuck. Ça se raconte pas, ça va se voir. Mais voilà, allez-y, Copain du Web. Je plus sois. Peut-être plus difficile, une émission de télévision. Oh. Ouais, effectivement, c'est très difficile. Une émission de télévision... passer ou... Tu peux. Si aujourd'hui, tu as le droit de pas aimer ce qui se passe à la télévision. télévision. J'en ai une. Droit de réponse, animé par Michel Pollack. C'est à ça que devrait ressembler Twitter. Et cette émission est vraiment disponible en DVD en plus, je crois. Lina a dû éditer. Sur Lina, je pense qu'il y a... Voilà, c'est vraiment accessible. Un film. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Je m'endors devant n'importe quel genre de film et je me suis endormi devant celui-là 5 fois au moins, et je l'ai vu il y a très peu de temps et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et en plus un film on s'endort, ou enfin il y a en tout cas une mise en abîme intéressante. Une série. Une seule. Putain, c'est horrible, tellement horrible, je suis tellement incapable de faire ça, de faire des choix. Ça peut être récent, la dernière qui t'a marqué. Ouais. Love Sick, qui est l'histoire d'un type à qui on annonce qu'il a une infection sexuellement transmissible et qui rappelle toutes ses anciennes compagnes. Donc chaque épisode a le nom d'une de ses anciennes compagnes. C'est une série anglaise, donc c'est une série géniale. C'est pas une question piège, mais un podcast que t'écoutes, ou si t'en écoutes. J'écoute Floatcast, le podcast de Flaubert. De Flaubert qui est auteur notamment pour Golden Moustache. Qui est Golden Moustache, Studio Bagel, voilà, qui fait plein de choses. Beaucoup de monde. Voilà, et c'est extrêmement, extrêmement drôle. Un site internet. Je vais m'afficher. Footparisien.com. C'est un site qui recense toutes les infos sur le PSG. Voilà, je suis supporter du PSG. Ça me rend très, très, très curieux. Une application. Une appli. L'appli qui a changé ma vie, c'est Google Maps, parce que j'ai un sens de l'orientation de merde, mais je vais pas vous dire Google Maps, c'est pas possible. C'est très corpo. Oh, putain, oui. Une appli. Est-ce que j'ai le droit de consulter mon téléphone ? Ouais, bien sûr. C'est pas très radiophonique, mais tu couperas. Il y a beaucoup d'applications. Je peux te... Ah, pas tant que ça. Voilà, pour l'anecdote, moi, pour meubler un peu, je peux dire que je classe mes applications par couleur. Et moi, je suis daltonien, donc je ne fais pas ça. Ah, mince. Une appli. Ouais, voilà, la dernière appli qui m'a vraiment bien servi, c'est l'appli du Hellfest, parce que tu peux avoir les rappels, les notifs quand les concerts que tu as envie de voir vont commencer, et tu peux recharger ta carte pour payer tes bières. C'est tout ce qu'il faut. Donc justement, un groupe de musique.
je vais tricher. 2 groupes de musique. Ultra Vomit, groupe français de métal parodique, vraiment extrêmement drôle. Et Every Time I Die, qui est un groupe américain que j'ai découvert au Hellfest cette année et qui est, pareil, ça se raconte pas, ça s'écoute, mais Every Time I Die. Une ville? Londres. Est-ce qu'il faut détailler? Non, Londres. Parce que Londres. Voilà, parce que Londres. Très bien. Un mode de transport, je précise que ce soit en milieu urbain ou non. Mes pieds. Je suis un énorme marcheur et je pense que notamment à Londres, mais dans toutes les villes du monde et de France, c'est le meilleur moyen de découvrir un endroit, c'est de marcher, parce qu'on rencontre les gens. Un restaurant ou un type de nourriture? Je vais tricher, je vais en dire 2. La brasserie du 2e art, rue Montmartre, je crois, qui est un resto végé, vegan, succulent, pour moi qui ne suis ni végé ni vegan. C'est vraiment un endroit à découvrir, c'est très cool. Et le Bon Boc, qui est du côté de Pigalle, pas loin de l'Élysée-Montmartre, je crois, qui est une brasserie, un resto vraiment à l'ancienne, qui est resté dans son jus, où on mange des trucs genre des rognons, des pieds de cochon, de la tête de veau, et où on boit de l'absinthe. Et c'est vraiment extrêmement à l'ancienne, mais c'est très très cool. 2 conseils très opposés. Voilà, mais comme ça, il y en a pour tout le monde. Et enfin, pour finir, une passion honteuse, s'il y en a une. Oh putain, il y en a tellement. Une passion honteuse, footparisien.com, j'en ai déjà parlé, ça compte pas. Cette fascination que j'ai longtemps vouée au clip toxique de Britney Spears, mais j'en ai déjà parlé chez les potes du club dans YouTube. Donc je vais essayer de te trouver une autre passion honteuse. Le ménage. C'est pas une passion, mais c'est une qualité presque en fait. Ouais, je sais pas. Non, c'est une espèce de. En fait, quand je suis en colère, je fais du ménage. C'est-à-dire, heureusement, ça n'arrive pas souvent, ou malheureusement. Heureusement pour le côté colère, malheureusement pour l'état de mon appart. Mais quand je suis en colère, je fais du ménage. Voilà. Ça sera la chute de cette émission. Et je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt. Au revoir, Julien. Au revoir.